Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, Martin Fayulu désigné candidat unique de l'opposition, choix des ténors de l'opposition congolaise. Au terme de 3 jours de tractation à Genève, partisan d'une ligne sans concession face à la coalition au pouvoir, Martin Fayulu a fini par l'emporter devant les favoris Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Comment s'est construit ce choix? Le décryptage à suivre dès le début de ce journal. Le gouvernement togolais adopte le projet sur la modification de la Constitution, une modification qui ne comporte pas la mention nul ne peut exercer plus de 2 mandats, disposition réclamée par l'opposition pour qui la question d'un 4e mandat du président Faure Gnassingbé n'est pas négociable. Dans ce journal également, la question de la coexistence des religions. Nous prendrons la direction de la Gambie où certains témoignent de leur frustration liée au rejet selon leur confession religieuse. C'est donc Martin Fayulu qui a été choisi pour porter les couleurs de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre. C'est la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo que l'opposition parvient à se doter d'un candidat unique. Martin Fayulu, candidat de la dynamique de l'opposition, ne faisait pourtant pas figure de favori face à Félix Tshisekedi de l'UDPS ou encore Vital Kamerhe de l'UNC. Reportage Jacques Mboka. Martin Fayulu a été désigné ce dimanche 11 novembre à Genève, candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain. 4 candidats étaient sur la liste, à savoir Félix Tshisekedi de l'UDPS, Vital Kamerhe de l'UNC, Freddy Matungulu de Congo-Nabiso et Martin Fayulu de l'ECD. Ici, au siège de son parti à Kinshasa, ce choix est salué. C'est la victoire de l'opposition tout entière. Ça, c'est ce qu'il faut que les gens retiennent. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les 7 leaders de l'opposition qui se sont réunis. Ils ont tablé sur un certain nombre de paramètres que tout le monde n'a pas. Et ils ont estimé que la personne à qui ils pouvaient donner la charge de conduire l'opposition aux élections, c'est Martin Fayulu. Si le choix de Martin Fayulu est judicieux pour ses partisans, il n'en demeure pas moins que les bases des autres partis qui ne jurent que par la candidature de leur leader n'ont pas accepté cette désignation. Des tensions sont visibles, comme ici au siège provincial de l'UNC ou encore celui de l'UDPS. Le flambeau de la lutte de l'UDPS n'est ni entre les mains des fondateurs, ni entre les mains des cadres, mais c'est entre les mains de la base. Aujourd'hui, on nous a toujours demandé que nous ne nous réunissons pas avec les autres. Nous avons fait ça et on vient de nous rouler encore pour la seconde fois. Les leaders des partis ayant porté la candidature de Martin Fayulu auront donc un âpre travail auprès de leurs combattants. Quand on sait que l'Union pour la démocratie et le progrès social s'était un peu écartée de la ligne adoptée par les autres en prônant d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Alors, et au lendemain même de ce choix de l'opposition congolaise à Genève, Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, a annoncé le retrait de sa signature de l'accord de coalition conclu avec les 6 autres ténors de l'opposition. Au Togo, le gouvernement a adopté un projet de loi sur la modification de 3 articles de la Constitution de 1992, des textes qui portent notamment sur la limitation du nombre de mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Une modification, mais seulement voilà, les discussions achoppent sur un point central pour l'opposition togolaise, à savoir la non-rétroactivité de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Mathilda Diaby. Le gouvernement togolais a adopté un projet de révision constitutionnelle. Le texte, qui sera prochainement soumis au vote des députés, prévoit une limitation du mandat des membres de la Cour constitutionnelle, l'élection du président de la République au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et la limitation du mandat de celui-ci à 5 ans renouvelables une seule fois. L'opposition, elle, dénonce une démarche non consensuelle. Nous étions dans l'attente de voir le contenu des réformes. Nous pensons que nous avons notre mot à dire. Côté forme, on se pose déjà des questions. Les réformes sont au cœur de cette crise et le consensus, il faut le trouver avant que les textes à adopter ne soient envoyés au Parlement. Pour rappel, un premier projet de révision de la Constitution avait été présenté en septembre 2017 à l'Assemblée nationale. Son adoption avait échoué faute d'obtenir la majorité requise suite au manque d'un consensus
consensus entre les acteurs politiques. Face à la situation sociopolitique dans notre pays, le président de la République a appelé tous les acteurs à l'apaisement et au dialogue en vue de la préservation de la paix et de la cohésion pour favoriser la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le projet de loi, désormais soumis au Parlement, devrait être voté à la majorité des 4/5 des députés. Si seuls 2/3 des élus votent en faveur du texte, une consultation référendaire sera organisée, comme le prévoit la Constitution. Les échanges commerciaux entre le Maroc et le reste du continent africain sont en constante augmentation. Dans ces échanges, l'Éthiopie demeure le principal client du royaume et l'Algérie principal fournisseur. En chiffres, cela se traduit par une hausse de 5% en 10 ans, soit un montant global de plus de 37 milliards de dirhams. Les explications d'Ibrahima Djoumaba. 37,2 milliards de dirhams, soit 3,9 milliards de dollars, c'est le montant global des échanges commerciaux entre le Maroc et les autres pays africains en 2017. D'après le rapport économique et financier du projet de loi de finances 2019 du royaume chérifien, ces échanges ont enregistré une hausse de 5% sur la période 2007-2017. C'est-à-dire que le Maroc, effectivement, est en train d'asseoir son hégémonie sur l'économie africaine. L'économie marocaine est florissante. Le royaume chérifien, effectivement, est en train de devenir un acteur majeur sur la scène africaine. Les exportations marocaines vers l'Afrique ont progressé de 13% en moyenne annuelle pour atteindre 2,31 milliards de dollars en 2017, soit près de 9% des exportations totales du Maroc contre 5% en 2007. Les importations ont baissé de 1% en moyenne annuelle pour s'établir à 15,1 milliards de dirhams, soit 1,58 milliards de dollars en 2017. Les échanges ont tendance à aller dans un seul sens. Les importations du Maroc en provenance de l'Afrique ont connu une baisse de 15%. C'est-à-dire que les pays africains ne suivent pas la même dynamique de l'économie effectivement marocaine. Et donc ça pourrait peut-être poser problème. L'Éthiopie est le principal client du Maroc avec une part de 11% des exportations vers l'Afrique en 2017. Suivi de l'Algérie 9%, de la Mauritanie 8%, du Sénégal 8%, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire avec respectivement 7%. L'Algérie est le principal fournisseur du royaume chérifien avec 35% des importations en 2017. La pluralité religieuse en Afrique subsaharienne, on observe dans de nombreux pays une tolérance, bien que menacée. Certains sont en effet parvenus, à l'instar du Burkina Faso ou encore de l'Éthiopie par exemple, à un modèle de coexistence pacifique solide. Mais dans d'autres États, la cohabitation des communautés religieuses est plus que jamais problématique. Illustration en Gambie dans ce sujet de Mathilda Diaby. En Gambie, des dizaines d'anciens musulmans convertis au christianisme sont mis en marge de la société par leur entourage. Dans un pays à 90% musulmans et comptant seulement 8 à 9% de chrétiens, ces derniers sont, dans bien des cas, livrés à eux-mêmes, rejetés par leur communauté et leur famille suite à leur conversion. Je ne vais plus à la mosquée. Ils sont fâchés pour cette raison. Ils se moquent de moi. Ils veulent même me tuer. Ils envoient parfois des hommes me harceler sur le chemin, me battre. Je n'ai même plus d'endroit où dormir. La fondation Christian Care Foundation de Gambia a décidé de venir en aide à ces anciens musulmans convertis au christianisme. Elle prévoit de construire un centre pour accueillir ces nouveaux chrétiens. La fondation, dirigée par des protestants évangélistes, a recensé au moins 40 cas de chrétiens convertis persécutés. Nous allons construire des centres de compétences pour responsabiliser les gens. Nous allons nous assurer qu'ils résident ici et qu'ils pourront aller travailler et revenir. Nous leur donnerons également une formation de disciples qui les rendra plus forts dans leur foi. Cet endroit deviendra leur résidence permanente où ils seront établis. En Gambie, la liberté de religion est pourtant inscrite dans la loi fondamentale du pays. Depuis son accession au pouvoir, le président Adama Barrow s'est engagé à promouvoir la tolérance entre toutes les communautés religieuses de la société gambienne. La littérature togolaise, c'est un demi-siècle d'écrits, mais difficile pour la nouvelle génération d'écrivains contemporains de trouver leur place parmi les grands noms de cette littérature. Depuis quelques années, le Togo connaît de nouvelles générations d'écrivains inspirés par le quotidien ou encore la vie sociopolitique du pays. Des écrivains dont leurs œuvres peinent à atteindre le public. Du dépôt du manuscrit jusqu'à la promotion du livre, en passant par l'édition, le coût reste élevé pour les maisons d'édition, dont la plupart restent confrontées aux soucis financiers.
Quand on imprime en Afrique, ça coûte assez cher parce que tout ce qui rentre donc dans la fabrication de livres est importé. Au Togo, il existe une quarantaine de maisons d'édition. Seulement très peu font un travail de qualité par faute de moyens. Les défis restent encore grands pour ces promoteurs d'écrivains, quoique soutenus par le Fonds d'aide à la culture depuis 2013. C'est un défi que nous allons relever, c'est-à-dire faire à ce que le livre soit accessible à tous au Togo, mais à un prix abordable. Mais nous comptons faire plus, c'est-à-dire avoir des imprimeurs de qualité au Togo pour que nous ne soyons plus obligés d'aller en Inde, en France, au Japon pour pouvoir éditer ou bien c'est-à-dire imprimer les ouvrages. Parvenir à une véritable industrie de l'édition togolaise demande l'implication des écrivains, éditeurs, autorités togolaises et du public. Les acteurs de la littérature togolaise n'entendent pas baisser les bras. Des initiatives se prennent à l'exemple de cette 2e édition de la Foire internationale du livre qui se tient à Lomé du 8 au 12 novembre. Un reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.